Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Géopolitis. Le GIEC publie le 3e volet de son dernier rapport sur le réchauffement climatique qui risque d'être aggravé par la guerre en Ukraine. Pour se passer du gaz russe, l'Union européenne se tourne vers d'autres sources d'approvisionnement, en particulier le gaz naturel liquéfié, comme le fait déjà l'Espagne. Les solutions examinées par le GIEC dans ce nouveau document passeront forcément par les villes où vit plus de la moitié de l'humanité. Scénario du pire, folie, les termes les plus effrayants sont utilisés pour évoquer la catastrophe climatique vers laquelle nous marchons les yeux fermés, selon Antonio Guterres. Affolés par la perspective de manquer du gaz et du pétrole russe, les grandes économies relancent la production de charbon, tentent de bloquer les prix des hydrocarbures au détriment de la diminution de consommation et investissent dans le gaz naturel liquéfié, beaucoup plus polluant. C'est ce que veut faire l'Union européenne, dépendante à 40% du gaz russe, pour diminuer des 2/3 ses importations d'ici la fin de l'année. Avec aussi, et c'est une bonne nouvelle, l'accélération des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Autre conséquence, la pénurie de blé dont la Russie et l'Ukraine sont de très gros producteurs. Face au risque de crise alimentaire, les Européens vont relancer le productivisme agricole. Une régression très dommageable pour l'environnement par rapport au pacte vert de la Commission. Mais là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve, disait le poète Hölderlin. 10% de l'électricité dans le monde provient des éoliennes et du photovoltaïque. Un cap symbolique avec des comportements qui, selon le GIEC, devront intégrer la sobriété, à condition qu'il ne soit pas déjà trop tard. J'ai vu beaucoup de rapports scientifiques dans ma vie, mais aucun comme celui-ci. Ce rapport du GIEC est un atlas de la souffrance humaine et une accusation accablante de l'échec du leadership climatique. Les alertes et les rapports du GIEC se succèdent, 2 en 6 semaines, concurrencés par une guerre potentiellement mondiale. Le constat est sans appel. Toute la vie sur Terre est menacée par le réchauffement climatique et particulièrement par les événements extrêmes. Sécheresse, inondations, vagues de chaleur, incendies. Avec une fréquence et une intensité qui augmentent, provoquant des dégâts irréversibles. Des millions de personnes sont exposées à une insécurité alimentaire et hydrique aiguë, selon le rapport, avec des conséquences sur leur santé physique et mentale. Entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes, soit la moitié de l'humanité, est maintenant très vulnérable, avec un thermomètre qui a déjà augmenté de 1,07 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle et qui pourrait monter de 3,2 degrés d'ici la fin du siècle, au-delà de l'objectif souhaitable de 1,5 degré issu de l'accord de Paris. La guerre en Ukraine et ses millions de déplacés, ses milliers de morts et ses villes détruites aura-t-elle en plus un impact majeur sur le climat? C'est la crainte du patron de l'Agence internationale de l'énergie. Nous devons être très prudents. Je crois que la lutte contre le changement climatique ne doit pas être la victime de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour éviter la flambée des prix à la pompe partout dans le monde et les manifestations de colère, plusieurs pays comme la France subventionnent le carburant. Au niveau mondial, le secteur des hydrocarbures bénéficie de 600 milliards de dollars de subventions annuelles, ce qui va à l'encontre de la transition énergétique. De son côté, la Chine va accroître sa production de charbon de 300 millions de tonnes pour ses centrales électriques, soit l'équivalent de ses importations en 2021, autant de CO2 en plus. Autre secteur directement touché par la guerre, l'agriculture. Pour faire face aux pénuries de blé dont l'Ukraine est l'un des greniers, l'Union européenne pourrait revenir à une production intensive. Fin des jachères, usage maintenu de pesticides qui devait diminuer de moitié. Avec la remise en cause de la politique européenne décroissante de la ferme à la fourchette par un président en campagne pour qui sa mise en œuvre entraînerait une diminution de la production de 13% alors que l'on évoque des risques de famine. Dans le 3e volet de son rapport paru le 4 avril, le GIEC se penche sur des solutions aussi bien dans l'industrie que l'agriculture, sachant que les 3 principaux émetteurs de gaz à effet de serre sont la production de nourriture qui compte pour 15% du total. Vient ensuite le transport de marchandises et de personnes avec 10,3%, devant la construction avec 7,7%. D'où la nécessité de revoir le dogme sacré de la croissance économique basée sur les énergies fossiles.
Par exemple, au niveau individuel, des chercheurs de l'université de Leeds ont fait les calculs suivants. Manger végétarien ou moins de viande, 12% de l'effort pour rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement. Se vêtir avec du seconde main, 6%. Se passer de sa voiture, 2%. Voyager près de chez soi, 2%. Reste malgré tout que plus des 3/4 des efforts ne dépendent pas de nos comportements. Bonjour Sonia Senemi-Ratné, vous êtes climatologue, professeur à l'École polytechnique fédérale de Zurich. Vous avez contribué au premier volet de ce 6e rapport du GIEC. Là, on est au 3e volet. Tendance catastrophique, il faut bien le dire. Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau, ce nouveau volet ? En fait, ce nouveau volet parle donc de nos émissions. Ça montre en fait que nous ne sommes pas du tout sur la bonne trajectoire. Pour l'instant, nous sommes sur une trajectoire qui nous amènera à peu près 3,2 degrés de réchauffement climatique. Or, les différents pays se sont engagés à limiter le réchauffement climatique, si possible, à 1,5 degré. Pour cela, il nous faudrait des actions très fortes, très rapidement. Donc, il nous faut en fait avoir une inversion de la tendance au niveau des émissions avant 2025, donc en moins de 3 ans. Et par ailleurs, il nous faut diminuer nos émissions de moitié, nos émissions de CO2 de moitié d'ici 2030. Alors justement, le délai est tellement court, 3 ans pour arriver au pic, diminuer de moitié d'ici 2030, même 55% dit l'Union européenne. Est-ce que c'est réaliste tout ça ? Je pense que si on veut, on peut. Enfin, c'est clair qu'il y a urgence, donc il faut vraiment agir très rapidement. On ne parle bien sûr pas de petites mesures, il faut vraiment avoir un changement de cap très très clair. Maintenant, ce dernier rapport a aussi montré qu'il y a certaines zones d'optimisme. Si on veut, on voit que, par exemple, les solutions sont bien mieux marché maintenant qu'elles ne l'étaient il y a environ 20 ans, en particulier au niveau des énergies renouvelables, que ce soit le solaire ou l'éolien. Il y a aussi beaucoup de potentiel au niveau de la mobilité électrique. Donc, on voit qu'on a des solutions qui nous permettraient déjà de diminuer nos émissions de manière très claire en peu de temps, en fait. Enfin, vous dites bon marché, mais dans le rapport également, on dit qu'il faut investir 2 à 4 fois plus, en particulier pour l'Europe. Donc, c'est des sommes considérables qu'il va falloir mettre. Oui, bien sûr qu'il faut des sommes importantes, mais d'un autre côté, les impacts du réchauffement climatique sont très importants également. L'adaptation aussi demande des ressources. Donc, dans l'ensemble, c'est clair que ça a intérêt aussi au niveau économique, en fait, de diminuer nos émissions maintenant très rapidement. Mais bon, là, il y a toujours cette question de justice sociale, finalement. Est-ce que c'est à nous, les pays riches, est-ce que c'est aux classes sociales les plus favorisées de faire le plus d'efforts ? C'est clair qu'on a une responsabilité historique. Disons, les pays développés ont le plus contribué aux émissions jusqu'à présent. Dans le cas du réchauffement climatique, ce qui est très important, c'est qu'en fait, les émissions s'accumulent. Donc, c'est pour ça que cette responsabilité historique est si importante. C'est que les émissions que nous avons eues depuis la moitié du 19e siècle ont particulièrement contribué au réchauffement que nous avons maintenant. Maintenant, bien sûr, les pays émergents aussi maintenant contribuent à l'augmentation de la crise climatique. Donc, ils ont aussi leur part de responsabilité. Mais c'est clair que les pays qui ont le plus contribué historiquement devraient faire le plus d'efforts. Mais justement, pour ces pays riches, ça va être un vrai changement de société. Oui, c'est un vrai changement de société, mais il y a aussi des études qui montrent que ça serait aussi associé à une meilleure qualité de vie. Aussi, non seulement, bien sûr, plus de qualité de vie parce qu'on a moins d'impact du réchauffement climatique, mais aussi parce que de nombreuses solutions sont faites compatibles avec une meilleure qualité de vie. Par exemple, si on décide d'avoir une mobilité plus active, c'est en fait meilleur pour la santé. La même chose aussi pour les choix, par exemple, d'alimentation. Donc, moins de viande, par exemple. Par exemple, moins de viande. Et puis aussi, de nouveau, si on pense vraiment au cœur du problème, qui est en fait la consommation d'énergie fossiles. Donc, on brûle les énergies fossiles, ça induit des émissions de CO2, mais ça induit aussi de la pollution qui a un impact très néfaste sur la santé. Donc, il y a des bénéfices sur la santé aussi si on arrête de brûler ces énergies fossiles. Alors, le rapport dit aussi que non seulement il faut arrêter de les brûler, mais il faut également les capter. L'excès de carbone, comment on fait ça ? On sait qu'on peut faire pousser des arbres, ça c'est une chose, mais est-ce qu'on a des technologies pour les capturer le CO2 ? Bon, là, je pense qu'il faut réaliser qu'on parle pour l'instant, à l'heure actuelle... On parle de 1000 gigatonnes, c'est énorme. Oui, sur le long terme, donc ça dépend aussi des différents scénarios. Il y en a qui ont plus ou moins, disons, de capture de CO2. Néanmoins, il faut bien réaliser que ces méthodes, pour l'instant, sont uniquement disponibles à très petite échelle pour des très petites quantités. Par ailleurs, elles sont extrêmement chères, ça le rapport le montre également. Donc, à court terme, pour la diminution de moitié d'ici 2030, ce n'est pas une solution. Maintenant, à long terme, puisque pour stabiliser le réchauffement climatique, on doit arriver à un budget neutre de CO2, donc ne plus avoir en fait d'émissions nettes dans l'atmosphère. Pour ça, pour les domaines où c'est difficile, disons, d'arriver vraiment à zéro, il nous faudra quand même en fait une compensation. Donc c'est vrai qu'il y a différentes méthodes, que ce soit la forestation, des solutions technologiques, mais comme je disais, pour l'instant, on est tout début et ça coûte très cher.
Mais il faut quand même rappeler un chiffre aussi. Vous dites qu'il faut diminuer donc effectivement de moitié, mais là on est quand même sur une tendance d'augmentation de 2% par an. Il y a cette phrase fameuse, on dit on ne pourra jamais empêcher un État d'aller chercher du pétrole là où il se trouve. Comment on fait pour empêcher ça, par exemple ? Bon, ça, c'est évidemment des considérations politiques, mais finalement, on n'arrivera pas, en fait, à stabiliser le réchauffement climatique si on n'accepte pas, de manière très claire, à laisser des énergies fossiles dans le sol. Enfin, c'est clair que sinon, on va vers une catastrophe absolument gigantesque. Alors, il y a aussi une chose nouvelle, c'est la guerre en Ukraine, qui a d'ailleurs fait passer quasiment sous silence le précédent rapport. Cette guerre en Ukraine, elle a des conséquences sur le climat, on le voit. Est-ce que c'est finalement peut-être aussi une chance, parce qu'on va devoir, par exemple, se couper du gaz et du pétrole russe ? Oui, je pense que ça peut être une chance, au moins, pour montrer de manière plus claire, en fait, à quel point nous sommes dépendants de ces flux d'énergie fossile. Nous importons de très grandes quantités d'énergie fossile. Donc, de le voir de manière explicite, ça peut être certainement utile. Par ailleurs, ça peut peut-être donner lieu à une prise de conscience que d'investir plutôt dans les énergies renouvelables nous permettrait aussi d'avoir des gains au niveau de la sécurité géopolitique. Alors bon, l'Union européenne, elle veut se passer du gaz russe, elle est dépendante à 40% et se tourner vers le gaz naturel liquéfié. On se retrouve juste après ce reportage de Marie Bolinches en Espagne. C'est un géant des mers. Ce méthanier transporte l'équivalent de la consommation annuelle de 250 000 familles. Le gaz liquide est déchargé dans le port de Mugardos, au nord-ouest de l'Espagne. Ces derniers jours, les livraisons se multiplient. En ce moment, les bateaux qui nous approvisionnent viennent des États-Unis, de Trinidad et Tobago, du Pérou. Et pour les ports situés dans l'est de l'Espagne, ils viennent d'Algérie, d'Égypte, du Qatar et même parfois d'Australie. Cette diversité permet à l'Espagne de ne dépendre d'aucun fournisseur. Elle importe 70% de son gaz sous forme liquide. Plus facile à stocker, le GNL est ensuite regazéifié dans cette citerne, puis envoyé à travers un gazoduc dans toute l'Espagne. Une stratégie née d'une crise énergétique il y a 40 ans. Il y a eu une crise avec l'Algérie au sujet d'un gazoduc qui passait par le Maroc. L'Espagne a décidé d'augmenter le nombre de terminaux de gaz naturel liquéfié. Cette indépendance d'approvisionnement nous apporte une grande flexibilité et cette tranquillité de ne devoir imposer aucun rationnement. L'Espagne a commencé à distribuer du gaz à son voisin français, principal fournisseur de la Suisse romande. Le pays pourrait jouer un rôle central dans l'approvisionnement de l'Europe. Mais pour ce chercheur, l'Espagne souffre de son manque de connexion au reste du continent. Aujourd'hui, seuls 2 pipelines permettent de la relier au réseau français. Si nous voulons une union gazière en Europe, il faut absolument multiplier les connexions. C'est dommage, parce que si aujourd'hui nous avions davantage de capacités d'exportation de gaz et d'électricité, l'Espagne pourrait apporter une sécurité énergétique bien plus importante à la France et à l'Europe. En 2013, la construction d'un 3e gazoduc entre l'Espagne et la France avait été lancée, puis abandonnée faute de rentabilité. Aujourd'hui, l'Europe souhaite relancer le projet pour renforcer sa sécurité énergétique. Alors ce gaz naturel liquéfié provient du gaz de schiste dont l'exploitation est interdite en Europe. En Suisse, ça reste une compétence cantonale, mais la plupart des cantons l'interdisent. C'est quand même pas une très bonne solution. Non, c'est clair. Disons qu'il faut clairement, se passer des énergies fossiles, et en particulier le gaz de schiste, bien sûr, induit des pollutions très importantes. Donc c'est vrai qu'il vaudrait mieux s'en passer, il n'y a pas de doute. Oui, donc en gros, les industriels, là, par contre, ils se frottent les mains. On peut dire, toute l'industrie du gaz, du pétrole, etc., peut dire d'une certaine manière à Poutine, merci, ça va nous aider, quoi. Bon, je pense qu'il faut peut-être différencier les problèmes à court terme. On peut imaginer qu'à court terme, si vraiment on a un manque de gaz, ça peut être une solution juste pour l'année prochaine, pour s'assurer que les chauffages qui tournent encore au gaz puissent être alimentés. Mais c'est clair qu'à moyen terme, il faut absolument supprimer nos dépendances aux énergies fossiles et au gaz de manière générale, aussi au pétrole et au charbon. Mais un pays comme l'Allemagne, par exemple, ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir le faire dans les 6 mois, voire même dans les 2-3 ans. Ça va être beaucoup plus long. Je pense que ça dépend de nouveau de la volonté politique. J'imagine qu'on peut quand même faire accélérer les choses. Donc la question, c'est à quel point est-ce qu'on peut vraiment aller beaucoup plus vite que ce qui était prévu.
Alors, une des autres conséquences de cette guerre aussi, c'est le manque de blé ukrainien, russe. On sait que c'est des très gros producteurs. On risque évidemment de voir des émeutes de famine dans certains pays. Mais une des conséquences aussi, c'est que finalement, l'Europe va compenser en augmentant la productivité. Donc, fin des jachères. On va arrêter aussi de diminuer les pesticides. À nouveau, la guerre va avoir un impact très négatif sur ce qu'on devrait faire pour tempérer le réchauffement. Voilà, de nouveau, j'espère que ce sera plutôt un problème temporaire, qu'on réalisera que, disons, dès que la guerre sera terminée, j'espère que ce sera le plus vite possible, on puisse retourner à ces projets, disons, qui sont nécessaires aussi d'un point de vue écologique et environnemental. Mais d'un autre côté, il faut bien réaliser aussi qu'avec le changement climatique, donc si nous ne diminuons pas notre dépendance aux énergies fossiles, nous allons aussi avoir des répercussions sur la production alimentaire. Donc dans tous les cas, c'est absolument essentiel de résoudre cette crise climatique. Alors l'agriculture est, on le sait, un des gros émetteurs de CO2. Là, est-ce qu'aussi, ce rapport apporte des solutions à court terme, disons moyen terme, dans notre quotidien? On parlait de la diminution de la consommation carnée. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire facilement ou c'est vraiment compliqué, quoi? Il y a un certain nombre d'émissions sur lesquelles on a un contrôle dans la mesure, par exemple, de nos choix pour la mobilité. Donc c'est vrai que, par exemple, le dernier volet du rapport du GIEC montre qu'au niveau de la mobilité électrique, il y a beaucoup de potentiel, en fait. Donc de passer, par exemple, aux voitures électriques, c'est clairement positif pour le budget carbone. C'est encore mieux, bien sûr, de se passer d'une voiture. Tout à fait. Aller à vélo plutôt qu'en voiture, ouais. Mais d'un autre côté, il y a bien sûr beaucoup d'émissions qui sont associées plutôt à notre infrastructure. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir à la fois des changements au niveau des choix individuels, mais aussi des changements systémiques au niveau de la société. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réussir à diminuer toutes nos émissions juste au niveau individuel. Justement, c'est ça, les gens se disent, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Concrètement, moi, petit individu tout seul dans mon coin, est-ce que ça changera quelque chose? Oui, c'est important. Donc, ce que montre de nouveau ce rapport, c'est que oui, les choix individuels peuvent aussi contribuer de manière importante, que ce soit au niveau de la mobilité, de l'alimentation, mais par ailleurs, donc, il faut aussi que l'infrastructure soit là. Parce que, par exemple, si dans un village qui n'a pas de transport public, bien sûr qu'on n'a pas une alternative à la voiture. C'est pour ça que l'infrastructure est essentielle également, et là, il faut que les gouvernements agissent. Alors, on voit, il y a aussi des domaines, par exemple, qui n'existaient pas du tout, comme le Bitcoin, qui sont très, très, très énergivores. Il faut des quantités énormes d'électricité pour refroidir les centrales de minage. Est-ce que ça aussi, ça fait partie des choses dont il faudra se passer? Bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question si le Bitcoin est vraiment nécessaire. En plus, disons, il y a un manque de transparence. On ne sait pas exactement quels flux financiers sont financés par ce biais-là. Par ailleurs, effectivement, ça demande des fortes consommations d'énergie. Donc, à première vue, ce n'est pas vraiment très utile. Mais bon, c'est peut-être pas le domaine le plus urgent. Le plus urgent, c'est vraiment de ne plus avoir de consommation d'énergie fossile, donc plus de pétrole, plus de gaz, plus de charbon aussi vite que possible. Alors justement, là, il y a une bonne nouvelle. Le solaire et l'éolien ont généré 10% de l'électricité mondiale. C'est vraiment un premier cap franchi. Bon, il reste 90%. On voit le chemin qui reste à parcourir. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, le solaire et l'éolien, on le voit très, très clairement. En fait, les prix diminuent rapidement, particulièrement dans le solaire. Donc, il y a un très fort potentiel, là, encore aussi, pour avoir beaucoup plus de production, à la fois par le solaire et l'éolien. Donc, oui, aussi des éléments positifs. Eh bien, merci, Sonia Sénéviratné. Alors, on retiendra qu'il nous reste 3 ans pour inverser la tendance. Bon, c'est à la fois très inquiétant, mais c'est aussi stimulant d'une certaine manière. Et puis, je précise que vous participerez le 2 mai au Parlement fédéral à une réunion autour de ces rapports du GIEC dont vous avez été donc une des contributrices. Merci beaucoup. Merci. C'est dans les villes que se concentre plus de la moitié de l'humanité et bientôt les 2 tiers. Des villes qui, pour certaines, cumulent les pires résultats en matière d'environnement, mais qui permettront aussi à terme de trouver les solutions les plus novatrices. Anne Delette. La pression était trop forte, au point que la mégapole ivoirienne a sorti les grands moyens. Un mur de 10 km pour empêcher les bidonvilles d'empiéter sur la forêt. Objectif, protéger le poumon vert d'Abidjan, puits de carbone salvateur, dans cette Afrique où la pollution tue plus que la malnutrition. Il y a 50 ans, 2 Africains sur 10 vivaient en ville.
Aujourd'hui, la moitié de la population s'y trouve et demain, ils seront plus nombreux encore. En 2050, la population africaine passera de 1,4 milliard à 2,5 milliards avec une pression particulièrement forte sur les villes. 950 millions d'habitants supplémentaires. La planification et la gestion urbaine sont donc des enjeux de développement fondamentaux. Les défis sont nombreux, accès à l'eau, à l'électricité, à Internet, les déchets, les axes routiers. En périphérie du Cap, un gigantesque bidonville s'étend à perte de vue. Si l'eau coule à flot dans les quartiers riches, ici, elle n'arrive que par intermittence. Or, chaque semaine, de nouveaux travailleurs chassés par la pauvreté, la sécheresse ou les inondations arrivent ici avec l'espoir de trouver une vie meilleure. Face à cet exode rural continu, la municipalité s'avoue dépassée. En seulement quelques mois, 17 nouveaux bidonvilles illégaux sont sortis de terre et on attend de la ville qu'elle fournisse tous les services de base dans ces bidonvilles, ce qui est difficile à faire. Des autorités dépassées, mais une société civile qui se mobilise. Dans la populeuse et tentaculaire Kinshasa, une performance insolite rappelle l'importance de la gestion des déchets et de la récupération. Et ça bouge. Au Kenya, des potagers urbains commencent à voir le jour au cœur des bidonvilles, précieux pour lutter contre les îlots de chaleur. Alors, à quoi ressembleront les villes africaines de demain ? Seront-elles européennes, chinoises ? Dubaï continue de fasciner ceux qui se projettent dans une forme de modernité, mais une voie africaine se dessine, emmenée par un architecte burkinabé, lauréat du fameux prix Pritzker. À travers Francis Kéré et cette distinction, donc lui qui a construit l'école de son village avec des matériaux locaux, c'est d'abord reconnaître l'architecture africaine. Pour la première fois, elle rentre sur la carte du monde de l'architecture. Reconnaître aussi des savoir-faire qui étaient en perte de vitesse, des savoirs construire, des choses qu'on faisait collectivement, des maisons qu'on essayait de bâtir ensemble. Et c'est à travers lui qu'on peut renouveler et reconnaître tout cet immense patrimoine qui, jusqu'à maintenant, a été dénigré pendant des siècles. Entre défis démographiques et environnementaux, un urbanisme maîtrisé demeure une des clés de l'avenir du continent et de la planète. Le changement climatique affecte particulièrement des populations très vulnérables, comme les habitants des petits États insulaires ou les peuples autochtones tirant leur subsistance de la nature. Certains n'hésitent pas à parler d'ethnocide. On se souvient du long combat mené par le Suisse Bruno Manzer avant sa disparition en faveur des Pénans de Malaisie. C'est notre rubrique ce jour-là. C'est à Bornéo, au cœur de cette forêt tropicale humide, que vivent les nomades Pénans. Ils vivent de la cueillette et de la chasse qu'ils pratiquent avec des sarbacanes et des flèches empoisonnées. Leur vie, leur culture, leur religion, c'est la jungle. J'ai partagé leur vie frugale. Pas de sel, pas de riz, pas de sucre, rien. Je chasse avec eux, j'ai faim avec eux. Nous prenons l'eau du fleuve, nous pêchons les poissons. Toute notre nourriture provient de la jungle. Et maintenant, tout cela est détruit. L'eau est polluée, les cochons sauvages et les autres animaux fuient ou sont tués par les bûcherons. Personne ne parlait de la disparition de ces dernières forêts humides. On ne parlait pas de l'industrie du bois, qui menace le milieu de vie des Pénans, qui chassent et se nourrissent de tapioca. Si la forêt disparaît, c'est la fin de leur culture et de leur mode de vie. L'écologiste s'est fait connaître par une série d'actions chocs, ici en 1991 lors d'une réunion de l'OCDE à Londres. En 1993, il cesse de manger durant 60 jours sur la place fédérale pour exiger une interdiction d'importer les bois tropicaux. Si nous ne prenons pas responsabilité maintenant, ça va être la mort
pour le futur et pour les prochaines générations. Malgré le soutien de la conseillère fédérale Ruth Dreyfus, l'écologiste ne réussira à imposer qu'une obligation de déclarer ces types de bois. Cette question de l'injustice environnementale pour les peuples autochtones est le thème de l'exposition qui se tient jusqu'en août au musée d'ethnographie de Genève. De l'Alaska au Maroc, en passant par le Japon ou la Micronésie, ils sont 500 millions à réclamer le droit de vivre dans leur territoire et de défendre leur accès à l'économie et à la santé. Une exposition à ne pas manquer. En attendant, je vous remercie de votre fidélité exigeante au nom de toute l'équipe de Géopolitis. Je vous donne rendez-vous sur nos 2 canaux RTS, TV5 Monde et sur notre chaîne YouTube pour une prochaine émission sur la course aux armements qui s'accélère avec la guerre en Ukraine. Portez-vous bien.